What's the game? It's no game, just walk. À quoi on joue? Plus exactement, à quel jeu dangereux joue-t-il? Oui, parce qu'on est là à 1h20 de film, et méfiez-vous des apparences, ce que vous voyez là, ce ne sont pas deux malfrats qui kidnappent un innocent. Non, ce sont deux agents fédéraux qui braquent, pour de vrai, un receleur de diamants. Et tenez-vous bien, les 50 000 $ qu'ils vont obtenir de lui, c'est pour se payer $1 million en faux billets auprès d'un vrai contrebandier. Et là, on se demande vers quoi ce jeu dangereux va les amener, sans compter que ce receleur n'est en réalité pas celui qu'on croit. Mais en tout cas, pour nos deux agents fédéraux qui jouent les bandits, tout devait se passer sans violence, jusqu'au moment où on les avait suivis et ça commence à canarder, tuant accidentellement le pauvre transporteur de billets. Alors qui sont ces malabars à la gâchette facile? On se posera les questions après. En attendant, il faut fuir et très vite. Et commence alors une course-poursuite palpitante. 7 minutes sous haute tension, remplie de rebondissements, qui frisent le cauchemar paranoïaque et qui marque le point de bascule du film. Le moment où nos héros ont définitivement franchi un point limite sans espoir de retour. Going this way. Et c'est bien simple, pour moi, je ne veux pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est une des plus belles et passionnantes courses-poursuites de voitures de l'histoire du cinéma. Allez, on va regarder tout ça de près. Bienvenue dans le premier épisode du Grand Découpage. Donc bienvenue dans ce nouveau format où je vais concentrer l'analyse sur une scène en particulier d'un film. Et je commence donc avec une course-poursuite magistrale, celle de ce bijou du film policier, Police fédérale Los Angeles, réalisé par William Friedkin en 1985. Et d'ailleurs, c'est le premier film que j'ai vu de William Friedkin. Je l'ai vu lors de sa sortie et à cette époque-là, j'avais pas encore vu L'Exorciste et je n'avais pas vu non plus French Connection. Mais ça, vous vous en fichez, je suis pas là pour raconter ma vie. Alors, avant de se pencher dessus, que je vous contextualise quand même cette course-poursuite, sans quoi on va perdre toute sa saveur. US Secret Service. On suit l'enquête de l'agent fédéral Richard Chance, une tête brûlée, prête à tout pour coincer un gros trafiquant de faux billets depuis que ce dernier a sauvagement exécuté son coéquipier et ami qui était à deux doigts de partir à la retraite. You're in the wrong place at the wrong time. Le faussaire, c'est Rick Masters, interprété par Willem Dafoe, une sorte d'artiste moderne perfectionniste qui s'est découvert donc une activité parallèle plus que lucrative. US Secret Service. I'm arresting this guy for counterfeiting. Freeze! Alors notre héros n'est pas tout seul, on lui a affecté un petit nouveau, John Vukovich. I'm sorry about Jimmy Hart. Alors forcément pour lui, c'est pas évident de reprendre la place de celui qui était un partenaire et un ami, d'autant plus que lui est moins fougueux, moins téméraire et surtout plus scrupuleux concernant les règles. Mais tant bien que mal, ils réussissent à faire équipe. Alors je vous passe les détails de l'enquête et les embûches qu'ils rencontrent, et on avance à environ 1 heure de film où les voilà en train de jouer de riches banquiers magouilleurs et venir toquer à la porte de Rick Masters pour lui passer une grosse commande de faux billets. Le meilleur moyen de le coincer en flagrant délit. How much? $1 million. Ils semblent bien jouer leur rôle et n'ont pas l'air d'éveiller les soupçons, mais le problème commence quand il va falloir faire une avance à l'artiste. Car lui, il fait pas fonctionner sa planche à faux billets dans le vide. I'll take 30,000 up front and the rest on delivery. What? Donc il faut qu'ils trouvent 30 000 $, sinon tout leur plan s'effondre. Mais comme il est hors de question pour leur service de leur mettre à disposition une telle somme, Chance, obsédé par la vengeance de son ami, imagine un plan franchement culotté. Car sa maîtresse, et surtout Indic, vient de lui donner une info intéressante. Un type va se trimballer avec 50 000 $ pour payer des diamants volés. La solution est là, et il suffit tout simplement de le braquer. Steal real money to buy counterfeit money? How's that gonna look in court? Vukovich sent que ça commence à friser la folie, mais bon, il suit le mouvement. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux moment où nos deux agents fédéraux jouent les braqueurs de billets. Chance et Vukovich ont pu récupérer l'argent, ok, ça c'est bon, mais tout d'un coup, des coups de feu sortis de nulle part, et boum, le rustler qui s'écroule raide mort, abattu accidentellement. Alors, un mort sur la conscience, et surtout, bordel, c'est qui ces types? De tout le film, c'est la première fois qu'on les voit. Donc ça commence à partir en vrille, et on va voir jusqu'où cette course-poursuite va les emmener.
Alors si vous n'avez pas vu Police fédérale Los Angeles, To Live and Die in LA, dans son titre original un peu plus évocateur, jetez-vous dessus. En matière de polar, c'est un pur bijou, hors norme, unique. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs polars des années 80. Alors attention, je préfère vous prévenir, on n'est pas du tout sur un buddy cop movie type L'Arme Fatale. Non, rien à voir. Là, ça ne rigole pas, le ton est sérieux et Freaking n'est pas tendre avec le spectateur. Il ne le caresse pas toujours dans le sens du poil, il s'amuse à démonter tous les clichés du genre, et puis, vous le connaissez, l'ambiguïté, c'est un truc qu'il affectionne. Donc, attendez-vous à être surpris. Mais je vous garantis, l'intrigue est passionnante à suivre, un rythme endiablé, l'ambiance y est torride et fiévreuse, dans un Los Angeles crépusculaire comme vous ne l'avez jamais vu. Visuellement, c'est un régal, une superbe bande-son signée par le groupe New Wave Wang Chang, et surtout, on y croit à fond, parce que Freaking, pour ceux qui ne le savent pas, quand il fait du cinéma, il veut restituer un semblant de vérité. Donc ces films, c'est toujours super bien documenté, filmé dans des endroits réels, et donc ici, on a une histoire qui est basée sur un roman de Jerry Petievich, qui a été agent secret pendant 19 ans, et qui s'est retrouvé conseiller technique sur le tournage. Et donc ça se sent durant tout le film. On sent que ça triche le moins possible. La séquence de fabrication des faux billets, par exemple, où ils ont vraiment fait des faux billets avec les conseils d'un expert qu'ils ont fait sortir de tôle pour l'occasion. Mais là où Freaking est génial, c'est ce qu'on voit là avec ce plan, son sens de la mise en scène. En plus du réalisme, il apporte du style, une patte visuelle, un sens du rythme. Il veut du vrai, mais il n'en reste pas moins qu'il veut faire du cinéma. Donc franchement, vous ne serez pas déçus, derrière ce qui ressemble à un simple polar de série B se cache un énorme film. Your taste is in your ass. Voilà, il me semble que je vous ai dit le principal. On va pouvoir aborder cette fameuse course-poursuite. Et comme il y a beaucoup à dire, eh bien, je le ferai en 2 épisodes. Petite info avant de l'aborder. William Friedkin en avait déjà réalisé une tout aussi mythique quelques années auparavant. Celle de The French Connection avec Gene Hackman. Mythique pour plein de raisons, dont une, elle a été réalisée dans les rues de New York avec la véritable circulation. Caméra embarquée sur la bagnole et hop, le cascadeur s'est lancé à 140 km/h dans la rue comme un malade, avec Freaking qui était planqué sous le siège à l'avant et qui lui disait « Vas-y, fonce, donne-moi tout ce que t'as dans le ventre ». Bon, alors ça c'est pour le côté mythique sur le tournage, mais il y a aussi tout l'art du montage qui fait que cette course-poursuite est captivante et a véritablement marqué l'histoire du cinéma. D'ailleurs, c'est pas impossible que je fasse un épisode spécialement dédié à cette course-poursuite. Donc, avec Police fédérale Los Angeles, Freaking est en quelque sorte en compétition avec lui-même. Et à mon avis, il relève le défi haut la main en réalisant une course-poursuite plus intense et plus riche encore, élevant l'exercice à un niveau rarement atteint. Sons of bitches! Allez, c'est parti. Alors, cette course-poursuite, comment Friedkin nous y embarque? Eh bien, par un plan que je trouve incroyablement efficace. Incroyablement efficace parce qu'il nous met direct un gros coup d'adrénaline et avec la petite partie de cache-cache qu'elle met en scène, il nous fait clairement ressentir l'enjeu pour nos 2 héros. Donc on commence par un démarrage en trombe avec crissement de pneus et la musique électrisante de Wang Chang. Travelling latéral pour suivre la voiture. Ensuite cut, on passe à son intérieur. Et oui, c'est quand même important de savoir dans quel état se trouvent nos 2 héros, parce que c'est aussi leur ressenti qui va nous faire vibrer. Et ici, le tableau est plutôt contrasté. Vukovic à l'arrière semble au bord de la crise, tandis que Chance au volant, on se demande s'il n'y prendrait pas du plaisir. Tension d'un côté et excitation de l'autre, le cocktail parfait pour stimuler nos sens. Et c'est là que commence ce fameux plan incroyablement efficace. Alors juste une chose, ayez à l'esprit qu'à ce stade, on ne sait pas ce que font ces mystérieux tireurs. On sait juste qu'ils ont une voiture rouge, emboutie à l'arrière, mais rien de plus puisque depuis qu'ils ont abattu par accident le transporteur de billets, on les a pas revus. Donc pour l'instant, notre cerveau de spectateur sent que la menace est là, mais il ne sait pas encore quand et comment elle va frapper. Suspense. Donc, travelling latéral. On suit à pleine vitesse la voiture blanche de nos 2 héros. Un superbe travelling où on ne la quitte pas d'un pouce. Mais vous avez remarqué, on la filme de l'autre côté du pont. Et ça, vous allez comprendre, c'est super malin pour au moins 3 raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'avec tous ces éléments au premier plan qui défilent sous nos yeux, ça procure une forte sensation de vitesse. Ensuite, pourquoi c'est également très malin? C'est pour une raison un peu plus subtile. Regardez, la voiture est au centre du cadre, sous la lumière du soleil, alors que quasiment tout le reste de l'image est plongé dans l'obscurité.
Tout est construit de sorte à focaliser notre regard sur la voiture, comme si on la traquait. Et donc, vous sentez cette sensation subtile dont je veux parler? Cette impression qu'on serait ici comme dans le point de vue d'un chasseur qui la tient pour cible. Alors oui, on n'est pas concrètement dans le viseur d'une mitrailleuse, on est d'accord. Ce n'est que la caméra qui la tient pour cible. Mais c'est là toute la finesse et la subtilité du cinéma. En la cadrant de la sorte, le plan génère cette impression qu'elle est traquée. Et il la génère pourquoi? Parce que notre cerveau de spectateur a bien retenu quelque chose d'hyper important, que nos deux héros ont été suivis et qu'on cherche à les liquider. La menace plane sur eux, et donc par association d'idées et parce qu'à un niveau inconscient, notre cerveau de spectateur fait fonctionner sa moulinette à imagination, cet innocent travelling prend une couleur menaçante, comme si on mettait la voiture en joue, comme si un tireur se cachait derrière. Mais alors justement, ces tireurs, où se cachent-ils? Eh bien, c'est la troisième idée géniale de filmer de l'autre côté de ce pont. Créer un petit jeu de cache-cache. Regardez ça. Alors, la voiture disparaît derrière le pont. Elle s'est cachée, elle n'est plus une cible, à l'abri du danger pour ainsi dire. Et au lieu d'avoir un cut pour passer à un plan de Chance ou de Vukovic, le travelling continue curieusement sur sa lancée, à pleine vitesse. Et surprise, la voiture rouge des tireurs. La menace invisible, que notre cerveau de spectateur avait gardée dans un coin de sa mémoire, fait donc enfin son apparition. Dans le même plan, à la même vitesse, dans la même direction et au-dessus de la voiture de nos héros. C'est pas génial tout ça? Dans le même plan, on est passé de la proie qui détale et qui se planque, en ayant l'impression de la traquer, au prédateur qui la pourchasse, et ce, à son insu. Car c'est là le truc, nous voyons ce que nos héros ne voient pas. La voiture des tireurs qui est juste au-dessus est lancée à la même vitesse pour les attraper. Et la continuité du plan, qui passe de l'un à l'autre, fait qu'on ressent pleinement la proximité du danger. Et ça crée immédiatement une tension. Ah, c'est fort quand même. Mais attendez, c'est pas fini. Vous allez voir comment jusqu'au bout, c'est décidément très malin tout ça. Regardez qui sort de sa cachette et qui se retrouve maintenant dans les pattes de son prédateur. Eh bien la proie, évidemment. Et vous avez vu la synchronisation pile au même moment. Donc, après les avoir vus séparément, poursuivis et poursuivants sont dorénavant dans le même cadre. La chasse va pouvoir commencer. Alors, vous avez vu ce plan séquence, c'est un sacré travelling. Et là, il faut saluer la prouesse technique de ce plan. Parce que je sais pas si vous réalisez, mais un tel travelling aussi fluide et faire coïncider les vitesses de toutes ces voitures, et quand je dis toutes les voitures, c'est toutes les voitures, y compris celles qui font office de circulation. Tout ça avec le mouvement de caméra qui s'élève, et n'oubliez pas, on est en 1985, il n'y a pas d'assistance par ordinateur, pas de drone. Non, là, c'est vraiment d'une très grande virtuosité. Et toute la beauté de ce plan tient au fait que sa virtuosité n'est pas ostentatoire. Elle ne nous claque pas la figure. En tout cas, certainement pas au premier visionnage. Elle est complètement au service de la dramaturgie. Elle nous offre du ressenti à plein tube, pas de l'esbrouf. Vous avez vu comment il nous fait éprouver la vitesse, l'urgence de déguerpir, de se cacher pour ne plus être une cible facile, la menace qui se précipite, le fait de l'esquiver de justesse, un jeu de cache-cache entre proie et prédateur, survitaminé par le rythme entraînant de la musique qui nous embarque de façon magistrale dans l'action. Alors le plan se termine avec la voiture de nos héros qui s'engouffre dans l'avenue, talonnée de près par celle des mystérieux tireurs. Une belle transition parce qu'après ce travelling qui jouait sur la latéralité, on va maintenant passer à des plans et à un montage qui va jouer sur la profondeur. Parce que vous allez vite comprendre, le couloir va être très étroit et semé d'embûches. Alors avec Chance qui demande si tout va bien et Vukovic qui répond qu'il n'en sait rien, on sent tout de suite qui garde son sang-froid et qui est complètement sonné par tout ce qui se passe. Donc après ces deux plans, on se retrouve dans un nouveau décor, une zone de déchargement de marchandises, plutôt encombrée. Regardez ça, la voiture surgit de derrière un chariot élévateur, en esquive un deuxième, puis disparaît derrière un troisième. Et là, Frick introduit une notion qui ne va pas arrêter de faire évoluer pendant toute la course-poursuite. Les obstacles. Ingrédient très efficace pour scotcher le spectateur dans son fauteuil. Et oui, ça rajoute de la tension, du suspense, du spectaculaire. Bref, là, je vous apprends rien de nouveau, vous le savez très bien. La technique est utilisée dans 99% des courses-poursuites. Après, tout dépend comment c'est fait. Alors, voyons donc comment Frick s'y prend.
Pile au moment où la voiture passe derrière le troisième chariot élévateur, on revient à l'intérieur de la voiture sur Vukovich. Pourquoi lui? Eh bien parce que c'est le plus trouillard des deux. Et donc c'est lui qui est plus à même de nous communiquer à nous spectateurs que ça devient très tendu à l'avant avec ces obstacles qu'ils doivent esquiver. Et qu'à l'arrière, c'est pas mieux, les tireurs leur collent le train. Alors, petite parenthèse, vous avez remarqué le zoom et le recadrage qui permettent de mettre l'accent sur la voiture des poursuivants tout au fond. Mais remarquez également la composition de l'image, comment elle guide notre regard sur la voiture. Les deux camions qui l'encadrent et les rails qui viennent la pointer. Et en plus, il y a l'utilisation du son. Le klaxon du camion qui met un bon coup de pression et qui nous dit « Attention, le prédateur est là ». Et vous voyez le niveau de précision de la mise en scène quand je vous disais que c'était une masterclass en termes de course-poursuite. Donc appréciez l'efficacité du montage de ces deux plans. En jouant sur le regard et l'expression plus qu'inquiète de Vukovich, il expose de façon limpide et émotionnelle l'enjeu qui s'est compliqué pour nos deux héros. Éviter de se manger un de ces Fenwick tout en appuyant sur le champignon pour pas se faire rattraper par les tueurs juste derrière. Donc maintenant que l'enjeu est clairement exprimé, c'est parti. On s'est ici rapproché de la voiture des tireurs. Et comme les obstacles sont valables pour tout le monde, eh bien on la voit slalomer dans ce véritable ballet de Fenwick. Et là, désolé, mais il faut que je vous parle un peu technique. La focale d'un objectif. Mais vous inquiétez pas, je vais faire simple. Alors, un objectif, bon ça, vous savez ce que c'est. C'est ce qui permet de capturer la lumière qui émane du réel pour créer une image. Sa focale, eh bien c'est le degré de grossissement de l'image qu'il capture. On parle alors de courte focale et de longue focale. Courte focale, longue focale. Plus la focale est longue, plus l'objectif grossit ce qu'il capture, comme si on se rapprochait, comme des jumelles ou une longue vue. A l'inverse, plus elle est courte, plus l'objectif dégrossit et élargit le champ de vision, comme si on prenait du recul. Vous voyez, c'est pas très compliqué à retenir. Focale longue, on grossit, on se rapproche. Focale courte, on élargit, on recule. Donc la longue focale, c'est parfait pour filmer des éléments qui sont loin et donner l'impression qu'ils sont proches. Mais forcément, en faisant cela, vous faussez toutes les proportions des objets entre eux, surtout quand ils sont séparés par des grandes distances, parce que vous vous êtes artificiellement rapprochés. Le résultat, c'est donc des distances écrasées et des proportions qui sont complètement fausses, pouvant donner des images saisissantes comme un soleil gigantesque derrière un objet. Et inversement, on amplifie les effets de profondeur, les perspectives, quand on utilise une courte focale. Et c'est parfait pour créer des images dynamiques et immersives. Revenons à notre plan. Alors on sent que l'avancée de la voiture est compliquée. Tout semble ramassé sur elle, à tel point qu'on se demande même comment elle réussit à trouver un passage sans se payer un de ses Fenwick. Eh bien cette impression, cet effet visuel est dû à quoi ? Eh bien, à la focale. Et là, à votre avis, quelle focale? Une longue focale, évidemment. Celle qui permet de se rapprocher de ce qui est éloigné. Et regardez ce Fenwick là qui vient masquer notre prédateur. Comme il n'y a aucun effet de profondeur, qu'on peut difficilement apprécier les distances, eh bien on a l'impression qu'il vient se poser juste devant la voiture. Alors qu'en réalité, il est loin devant. Vous comprenez maintenant pourquoi il fallait que je vous parle un peu de technique. Et regardez maintenant, pile au moment où le véhicule est masqué, cut. On passe à l'intérieur d'une voiture pour un plan assez immersif. On évite un Fenwick, on passe sous les fourches d'un deuxième et on se rapproche très dangereusement d'un troisième qui transporte un gros chargement. Et là, pour avoir cette impression que les obstacles nous foncent dessus, qu'est-ce qu'on a utilisé? Une courte focale. C'est ça qui donne de la perspective, de la profondeur, qui permet d'avoir les éléments qui grossissent au fur et à mesure qu'ils s'approchent de nous. Donc, longue focale pour renforcer le sentiment d'obstacle qui barre la route, suivi de courte focale pour renforcer la vitesse à laquelle ces mêmes obstacles se précipitent vers nous. Deux impressions qui se complètent et qui enrichissent l'expérience. Là, vous avez l'exemple d'une utilisation parfaite d'une technique au service de la dramaturgie. Simple, efficace. Continuons. Alors l'obstacle était inévitable. Et je pense que là vous avez vu un type de raccord dont on a beaucoup parlé avec Mad Max. Pile au moment de l'impact, on est passé du point de vue qui nous montre l'obstacle venir droit sur nous à un plan extérieur pour voir l'impact. Et c'est ce raccord là, entre ces deux plans, au moment précis du choc, qui procure cette sensation d'un impact violent.
Alors ici, vous avez remarqué, on a pris soin de remplir les cartons de farine pour que visuellement ce soit plus spectaculaire. Et vous avez vu comment à nouveau on jongle entre les deux focales pour mettre la pression sur la voiture. Regardez, elle n'est même pas sortie du cadre que cut, on passe à un plan en longue focale pour nous flanquer en plein dans la figure un de ces chariots élévateurs. Le danger est donc omniprésent à chaque plan. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le sens du passage du Fenwick, indique la bonne direction que notre prédateur doit prendre. Alors maintenant, on se retrouve à l'avant d'un pare-choc et on mange le bitume à toute vitesse. Et là, vous avez deviné, c'est de la courte focale, de la très courte focale. Les perspectives sont exagérées, l'impression de vitesse est très forte. Du coup, on sent que les tireurs gagnent méchamment du terrain. Et d'ailleurs, c'est pas la voiture de nos héros qu'on voit juste devant là? C'est parce que l'un des tireurs désigné du doigt? Eh ben non, c'était pas eux. Mais alors, ça veut dire quoi? Que ce plan au ras du sol, c'était celui de la voiture des poursuivis? Ou celui des poursuivants qui d'un geste semblait désigner la voiture de nos héros? Là, il y a une ambiguïté, mais elle est assez délicieuse parce qu'elle a généré cette petite pointe de tension. Ce moment où on pensait que nos héros étaient rattrapés. Franchement, c'est pas malin ça, de jouer avec un point de vue qui peut être autant celui des poursuivants que celui des poursuivis. Ça, c'est le genre de petit détail qui apporte ce petit plus d'excitation et qui, au final, fait toute la différence. Avançons. Alors là, vous avez vu, vous avez repéré, courte et longue focale. Freaking alterne entre les deux pour créer des sensations d'accélération et de freinage. Courte focale, effet de perspective renforcé, on sent que ça va vite. Longue focale, zéro perspective, tout est bouché. Et là, on sent que ça peine à avancer. Et ensuite, on revient sur une courte focale, dans un cadrage différent, mais le principe reste le même, où on sent qu'on a repris de la vitesse. Donc voilà encore une autre utilisation des focales de l'objectif, alternée entre les deux pour générer des sensations d'accélération et de freinage. C'est pas beau tout ça? Alors là, ça se complique pour nos deux héros. C'est pas un petit Fenwick qu'ils rencontrent, c'est un gros camion. Et en plus, ils sont coincés, le camion est en travers de la route, à l'arrêt. Il faut réagir vite, très très vite. Alors Vukovic se ressaisit et de façon très persuasive, il fait dégager le camion. Retour à un plan extérieur en courte focale. Mais là, avec ces fortes perspectives, on sent que la voiture frôle les obstacles de très près. Et du coup, on commence vraiment à se sentir à l'étroit dans ce couloir qui n'arrête pas de se resserrer. On ressent l'urgence et ça devient très oppressant. Cut, on passe au ras du sol et surgit le prédateur. Et là, avec ce plan, il a clairement l'avantage. Regardez, en combinant courte focale, qui accentue les perspectives, et contre-plongée, on a l'impression qu'il nous saute littéralement à la figure. Et que du coup, il gagne méchamment du terrain. Et regardez ensuite, dans un contraste total, vous avez vu comment la longue focale piège la voiture de nos héros? Elle est littéralement coincée entre tous ces semi-remorques. Et en plus, on réalise dans le même plan que les poursuivants sont vraiment juste derrière. Et avec, qui plus est, un petit coup de pouce d'un des camions. Eh oui, il est pas sympa, celui qui fait une petite marche arrière là pour laisser la voie libre au prédateur. Alors résumons cette partie. Une zone de dépôt qui nous a plongé dans un couloir sans échappée possible, avec des obstacles en tout genre. Et du coup, avec des accélérations, des freinages pour les éviter, et qui nous a fait sentir que nos deux héros perdaient du terrain et qu'ils ont tout l'air de s'enfoncer dans un entonnoir talonné de très très près par leurs poursuivants. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais vous l'avez repéré, la musique a disparu. Ce qui orchestre dorénavant nos sensations, ce sont les vrombissements des moteurs, les crissements des pneus, les klaxons, les hurlements et tous ces petits chocs qui nous font sentir la vitesse à laquelle les voitures se précipitent. Des bruitages qui rendent l'expérience encore plus immersive. Je pourrais faire un épisode complet dessus, mais bon, on peut pas tout faire. En tout cas, moi je vous invite à l'écouter attentivement parce qu'elle est bourrée de petits détails qui sont vraiment passionnants. Alors revenons à l'étau qui se resserre sur nos héros et vous allez voir, ça va pas aller en s'arrangeant.
On est sur le capot de la voiture, on cadre notre héros. Cette fois-ci, c'est un peu plus large que ce qu'on a vu précédemment. Du coup, on voit la rue défiler derrière et on sent que ça va vite. Alors, faut-il le souligner, pas de fond vert, pas de système de rétroprojection. Non, là, on est avec l'acteur au volant de la voiture, dans la rue, en plein dans l'action. Et même aujourd'hui, c'est pas souvent qu'on a ce niveau de réalisme. Donc, on est à fond les ballons sur le capot de la voiture. Et regardez ce que la caméra va oser faire. Alors si c'est pas de l'immersion ça, on en a presque le tournis. Et en plus, c'est pour voir quoi? Qu'est-ce qui fonce droit sur nous? Un mur, l'ultime obstacle pour ainsi dire. Visuellement, c'est la fin. Je veux dire, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Et en plus, cerise sur le gâteau, un tunnel obscur qui renforce l'idée que tout est bouché. Et franchement, l'image est inquiétante. On a presque l'impression de voir une bouche qui va nous aspirer. Alors pas le temps de dire ouf, on va y rentrer dans ce tunnel et regardez ce qui va se passer. Cut, noir complet, rideau. Surprenant, non? Et regardez pourquoi. Parce qu'on était revenu dans la voiture alors qu'elle était encore dans l'ombre du tunnel. Mais c'est pas fini. Regardez par quoi on enchaîne. Un gros SMI qui nous fonce droit dessus. Alors, résumons tout ce qui vient de se passer. On s'est retourné, première surprise et sensation d'être secoué. Immédiatement après, on s'est fait avaler par un tunnel pour aller s'emplafonner contre un mur et on a terminé dans le noir complet. Un noir qui nous a perdus, où on s'est dit pendant une fraction de seconde, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin ou quoi? Et immédiatement après, boum, nouveau mur qui nous fonce droit dessus. Deux uppercuts, coup sur coup. Mais quel enchaînement génial qui réussit à nous mettre au diapason de ce que ressent le héros. Regardez comme lui aussi est sonné. Ce moment d'hésitation là où Vukovic est obligé de lui hurler de tourner à gauche. Ça, c'est ce que j'appelle de l'immersion. Et vous voyez, ça tient pas qu'à des prises de vue incroyables. Non, comme ici, on peut jouer sur le décor, un simple raccord sur un plan plongé dans l'obscurité pour nous déstabiliser, puis enchaîner coup sur coup deux obstacles. Alors, on trouve une issue par la gauche. On passe à un travelling latéral. Et là, ouf, on sent qu'ils reprennent de la vitesse. Et en plus, regardez, au moment où elle prend un virage à 90 degrés, on fait un saut de l'autre côté de la voiture pour la filmer de sorte à ce que dans le cadre, elle change de direction. Là, vous voyez, droite-gauche et ensuite gauche-droite. Ainsi, visuellement, on sent bien qu'elle vient de changer de sens. Alors, après avoir repris de la vitesse, s'être glissé comme une petite souris derrière un parapet, changer de direction et sortir du cadre à toute vitesse, notre proie aurait-elle semé son prédateur? Voyons cela. Alors, vous avez vu, la caméra est allée chercher un camion-benne. Et ensuite, on a vu la voiture des tireurs débouler dans le même sens, dans une quasi-continuité. Alors, avec ce point de montage et cette arrivée en trombe, la menace est toujours bien présente. Et regardez comment elle s'intensifie. Ça y est, on sort les armes. Ils vont pas être tendres avec nos héros. Ensuite, on bascule en plan subjectif à leur voiture et on retrouve le tunnel, le mur et surprise... Le camion-benne qu'on avait vu juste avant, eh bien en fait c'était pour eux. Alors ça esquive, ça improvise un raccourci et c'est le choc. Et celui-là, il était brutal. Alors on a eu le classique cut pile au moment de l'impact, entre le point de vue et le plan extérieur, mais le petit bonus, c'était de voir la voiture fortement malmenée, et surtout le fait qu'elle est venue droit sur nous et que ça s'est terminé dans un nuage de poussière. Donc après le Fenwick, deuxième choc brutal pour le prédateur. Et pourquoi c'est lui qui se mange les obstacles? Eh bien c'est une façon de nous signifier que ça va pas être facile de s'en débarrasser. Un train, d'où il sort, peu importe, on pressent juste qu'après Fenwick, camion et Smirmork, on va passer à du lourd, du très lourd en termes d'obstacles. Regardez ça comme il en impose. Alors, petit aparté, ce que fait Freaking là, eh bien c'est de nous sortir de l'action même de la course-poursuite pour annoncer un obstacle à venir. C'est la première fois qu'il le fait et d'ailleurs ça sera la dernière. Cette astuce est très classique parce que de présenter un obstacle en avance, c'est très efficace pour ajouter de la tension puisqu'immédiatement elle fait pressentir un danger. Ensuite, il faut assurer parce que notre cerveau de spectateur, quand on lui annonce ça, il commence à turbiner niveau imagination. Et s'il y a bien un truc qu'il n'aime pas, c'est de deviner exactement ce qui va se passer. Il veut être surpris, sinon c'est la déception. C'est pourquoi cette astuce est à prendre avec des
pincettes. Alors un parfait exemple qui réussit à surprendre notre cerveau de spectateur, c'est la course-poursuite d'intro de Mad Max, le premier volet, qui nous présentait travaux, caravanes, bébés sur la route, bref, la promesse d'un horrible carnage. Et George Miller a réussi à nous surprendre en insérant un obstacle surprise qui a soudainement décuplé la tension et s'est terminé dans un chaos total de cris et de cascades. Là, notre cerveau de spectateur a complètement été pris de court. Si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous invite à voir la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Donc la question ici, c'est comment Friedkin va nous surprendre. Alors déjà, première chose, un train, ok, mais la voiture de nos héros, où et comment va-t-elle apparaître pour pouvoir le rencontrer ? Sans doute à l'approche d'un passage à niveau, le truc classique du train qui va venir faire barrage. Eh bien, rien que sur ce point, on va être surpris. Carrément à côté du train. Non mais comment elle a atterri ici? Bon, pas le temps de se poser la question, et à vrai dire, on s'en fout. L'image est tellement folle que notre cerveau de spectateur est en mode « Que va-t-il se passer ?» On se rapproche de nos héros et immédiatement, on se sent vraiment très à l'étroit dans ce cadrage. On passe maintenant à un plan subjectif à la voiture. On est au-dessus des rails. C'est vraiment très chaud. Retour sur la voiture qui se dégage des rails, et ça y est, on voit maintenant les tireurs juste derrière et ils commencent à tirer. Dorénavant, tous les curseurs sont à fond. Avec ce train, cet obstacle gigantesque en mouvement, le couloir qui n'a pas arrêté de se resserrer a atteint son apogée. Tout est devenu menaçant avec une route qui n'en est en réalité plus une, jonchée de multiples petits obstacles et absolument rien pour se protéger des poursuivants qui sont juste derrière. Et la tension qu'on ressent, c'est aussi ce cadrage très serré en longue focale où les voitures s'écrasent contre ces wagons de marchandises qui passent juste derrière. Et bien sûr, au son des moteurs des voitures s'ajoute celui du train, des gravillons, des chocs contre les rails. Bref, ça devient vraiment très tendu. Et tout d'un coup, on élargit le cadre et... Waouh, manœuvre très culottée. Et là, quelle focale ? Longue pour écraser les distances et avoir l'impression que la voiture passe quelques centimètres devant le train, puis dans un deuxième temps une courte pour accentuer l'effet de perspective et ainsi 1. Donner plus de poids au train, qu'il soit plus menaçant, qu'il prenne plus de place dans l'image, et 2. Sentir la vitesse à laquelle il s'élance contre la voiture. Alors tiens, petite question, et si on avait inversé les focales entre ces deux plans, quel effet aurait-on obtenu? Bon, vous avez 2 heures pour disserter dessus, je ramasse les copies à la fin. Alors notre héros vient de jouer très gros, et ça enchaîne direct par une dégringolade. Alors ça y est, c'est terminé, les poursuivants sont maintenant hors jeu. Et voilà donc l'ultime surprise que nous réservait Friedkin en nous présentant ce train. Il était bien plus qu'un simple obstacle. Contre toute attente, il a permis à nos héros d'échapper aux griffes de ces mystérieux tireurs. Ce train, c'était donc leur ticket de sortie pour s'extraire de ces couloirs infernaux. We lost the mothers. I don't see him, man. Huh? I don't see him. We made it, baby. On a réussi. Et regardez maintenant la récompense de leur victoire. Une vue extrêmement large. On respire. Terminer les couloirs oppressants, les obstacles et les bruits assourdissants. Ici, la voie n'a jamais été aussi large, dégagée, calme, et l'eau a même succédé à la poussière. Mais pour notre cerveau de spectateur, à qui on ne la fait pas, la récompense semble un brin excessive, presque irréelle. Trop beau pour être vrai, comme on dit. Et il ne peut pas s'empêcher d'imaginer que cette petite voiture d'où jaillissent ces gerbes d'eau, complètement à découvert dans cette immensité, ferait une excellente cible. On retourne sur nos protagonistes. Un plan un peu plus rapproché sur Chance, qui affiche un large sourire de satisfaction. Cut, on passe sur Vukovic. Lui, c'est pas de la satisfaction, c'est un soulagement inimaginable. Et soudain, sans coupure de plan, dans le même cadre... You had me scared out of my fucking mind, man. You had me scared out of my... Ah! Ils ont donc crié victoire trop tôt. Et ce plan, quelques secondes plus tôt, nous l'avait déjà fait pressentir. Alors cette voie immensément large va à nouveau s'étriquer. Le cauchemar va commencer. Camp one off, Johnny.
Get him off of me. Rendez-vous à la deuxième partie pour découvrir comment Friedkin relance magistralement la course-poursuite, lui donne une direction inattendue et l'élève au rang des plus passionnantes de l'histoire du cinéma. Ah oui, carrément. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes et qu'il vous a donné envie de découvrir le film ou de le revoir. Si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça coûte rien et ça fait du bien au référencement de la vidéo. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, un lien Tipeee est à votre disposition. À très bientôt. Salut.